Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo concernant le portefeuille compte titre ordinaire. C'est l'épisode 52. Alors, il comptabilise 50 793 € pour une plus-value cumulée de 11 000 €, donc en légère baisse par rapport au mois dernier. Donc, c'est une vidéo que je sors de manière mensuelle. Donc, si vous souhaitez regarder l'historique, vous regardez les vidéos autour du 15-16 du mois. Donc j'alterne avec la revue du PEA qui se fait plutôt en toute fin de mois, en début de mois. Voilà, donc je l'ai intitulé cette vidéo Pause sur les US, hein, on va comprendre pourquoi. Alors on démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc on est dans une zone de turbulence depuis quelques semaines. Donc je vous ai fait une capture d'écran sur un comparatif de l'évolution depuis le début de l'année des deux indices américains, donc le SP500 et le Nasdaq. Donc on peut voir qu'à peu près depuis le 19 février, donc on avait du mois de janvier jusqu'au 20 février à peu près donc une petite hausse. Et puis depuis 19 février, donc on est rentré vraiment dans une zone de turbulence très forte, avec par exemple pour l'indice Nasdaq une chute de plus de 24% par rapport à un sommet qui était cette journée-là. Donc dans ces conditions, avec notamment des annonces qui rythment les hausses et les baisses relativement fortes des indices, donc j'ai décidé de, pour l'instant, de ne pas intervenir en termes d'achat ou de vente donc sur le marché US, hein, puisque mon compte titre ordinaire est principalement composé de valeurs américaines, en attendant de voir un peu plus clair en fait sur la situation, notamment au niveau des tarifs douaniers que veut imposer les États-Unis sur l'ensemble des autres continents. Si on regarde donc du côté des indices, alors j'aime bien regarder lorsqu'on a une chute assez forte, est-ce qu'on est dans une zone propice aux achats? Donc vous avez ici l'indice Nasdaq sur les 30 dernières années, donc c'est une droite de régression. Vous avez en rouge la valeur théorique de l'évolution du cours, hein. C'est une sorte de modélisation mathématique de l'évolution du cours qui est, elle, en bleu. Et puis, donc, vous avez les traits en pointillés qui correspondent à des calculs d'écart type, -1, +1, -2 et +2 sigma, sachant que 96% de la distribution va se trouver entre -2 et +2 sigma. Donc lorsqu'on se rapproche du +2 sigma, on a de fortes chances derrière d'avoir une baisse. Donc là, c'est purement mathématique, puisque une distribution a tendance à revenir en fait sur sa valeur moyenne. Le deuxième point que je regarde, c'est la croissance du modèle, 8% de croissance annuelle sur le Nasdaq, donc c'est très très bien. Donc être investi sur un indice de type Nasdaq ou SP500 sur le long terme, par exemple en mode DCA, c'est très bien, à condition de rentrer en fait sur ce type d'indice sur des niveaux égaux ou inférieurs en fait à la valeur théorique, hein, puisque si vous rentrez à des niveaux plus hauts, la croissance moyenne va être affectée forcément. Alors est-ce qu'on est dans une zone intéressante? Pour moi, pas encore, puisqu'on est encore à 0,91 écart type, donc il y a encore du chemin à parcourir. Vous voyez, on a une distance du modèle de 35%, donc il faudrait vraiment une très grosse correction pour revenir sur le cours moyen, mais c'est pas impossible. Alors sachant que la croissance du modèle est de 8%, vous voyez la valeur sur le trait rouge ici va augmenter également dans le temps. Donc si on reste par exemple sur une valeur de 16 861, eh bien, dans quelques mois ou quelques trimestres, on va rattraper ici la valeur du trait rouge. Alors tout ça pour dire quoi en fait, hein? Pour dire que pour moi, alors là c'est un avis personnel, on n'est pas encore sur des prix d'achat au niveau du Nasdaq, c'est pas encore les soldes. Alors si on regarde maintenant l'indice SP500 qui a une croissance un peu moins forte, hein, donc le Nasdaq c'est les 100 meilleures entreprises technologiques. Sur le SP500 on va retrouver les 500 plus grandes entreprises américaines, donc qui incluent les valeurs du Nasdaq. On a une croissance un peu plus faible de 5,83%, et là on est encore à 1,24 écart type, donc il y a encore du chemin si on rentre dans une période de récession pour retrouver une valeur sur le cours théorique. Alors, vous voyez, lorsqu'on a des accidents, notamment au niveau économique, on peut plonger très rapidement, hein. C'était le cas ici en 2009-2010 avec la crise des subprimes. C'était le cas également ici en 2020
avec la crise du Covid. Donc, on peut tout à fait avoir un plongeon qui se prolonge d'ici les quelques jours, les quelques semaines, pour aller au moins rechercher ici une valeur théorique sur le SP500. Et dans ce cas, on pourra regarder parmi les valeurs, notamment en ce qui me concerne de mon portefeuille, s'il y a potentiellement des valeurs à renforcer ou de nouvelles valeurs à rentrer dans le portefeuille. Alors les objectifs de mon compte titre ordinaire, donc c'est un revenu complémentaire, j'ai 55 ans, j'ai un horizon d'épargne de l'ordre de 15 ans. J'ai démarré donc en même temps que la chaîne un montant initial de 15 000 €. Je suis aujourd'hui à 50 793 € avec 11 000 € de plus-value. Donc si je continue en fait sur cette tendance en dernière année, je me retrouverai avec un peu plus de 170 000 €. Donc j'ai pris un taux d'imposition de 30% et puis je retire 4% tous les ans de ce compte titre ordinaire, sachant que mon objectif de croissance, c'est 8%. C'est la croissance moyenne du Nasdaq sur les 30 dernières années, ce qui me donnerait un revenu complémentaire de l'ordre de 400 € par mois. Alors j'espère faire beaucoup mieux, bien sûr. Si on regarde maintenant l'évolution de mon compte titre ordinaire, donc l'image que vous avez ici en haut à gauche, ça correspond à la photographie de mon compte titre ordinaire le mois dernier. Donc par exemple Tesla représentait 21%, Alphabet 11,4%, Apple 9%, SP500 8,5% et Visa Inc 7%. Donc on a à peu près ici mon top 5 qui fait à peu près 50% de mon portefeuille. Donc vous avez ici l'évolution, donc ça n'a pas trop changé en fait en termes de proportion, donc, puisque on va le voir, j'ai fait très peu d'achats sur la période précédente. Alors, je suis investi principalement sur les valeurs américaines, donc des valeurs technologiques, 53%, de l'ETF pour 13%, de la finance, des services du retail, de la santé et un peu de cash. 4% de cash, je n'avais que 2% le mois dernier. Donc j'ai augmenté un petit peu ma poche de cash, alors, notamment lié au versement que j'ai fait, et ce versement n'a pas encore été réinvesti. Alors je suis également donc l'évolution de mon compte titre ordinaire donc dans un Google Sheet qui est accessible également pour les abonnés sur le site investirsurlongterme.com. Alors je suis deux indicateurs, l'évolution de mon portefeuille, donc ça c'est l'évolution réelle du portefeuille, donc on voit qu'il y a quand même eu une correction depuis le début de l'année. Et puis la moyenne glissante qui est autour des 42 000 €. Donc je suis à 50 000 €, je suis encore en surperformance par rapport effectivement à cette tendance. Globalement, on va voir le portefeuille va suivre cette tendance. Donc il peut y avoir encore une correction. Je serai toujours en zone, on va dire, positive. Alors quels ont été les achats et ventes du mois écoulé? C'est-à-dire sur la période glissante des 30 derniers mois. Donc j'ai acheté en fait du IMSS. IMSS, c'est quoi? C'est une entreprise américaine de télémédecine. Alors elle est assez récente, elle a été fondée en 2017 et elle offre en fait un bouquet de services qui inclut de la consultation en ligne, donc de la téléconsultation, et puis derrière également de la gestion de traitements sur abonnement. Donc vous savez que les frais médicaux aux États-Unis sont excessifs. Donc c'est une forme, on va dire, via des abonnements, de pouvoir offrir à ses clients, notamment sur des traitements de longue durée, eh bien, un suivi médical, donc au travers de rendez-vous réguliers, de suivi de traitement, et également donc en termes de suivi, c'est l'envoi en fait des médicaments avec ce qu'on appelle du compounding. Donc c'est vos médicaments, vous recevez les quantités exactes et nécessaires en fait pour la prise par exemple quotidienne de vos médicaments. Donc c'est une sorte de bundle qui vous permet au jour le jour de prendre par exemple un cachet qui va inclure l'ensemble des traitements nécessaires. Alors c'est un modèle qu'on appelle direct to consumer, direct au consommateur, donc qui inclut prescription, livraison et suivi sur une plateforme numérique. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas significatif, c'est une société qui est en pleine croissance. Donc elle a généré en 2024 1,48 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est une société qui est en pleine croissance. Si on regarde du point de vue graphique, on voit que la société a eu un pic ici, on est parti vraiment sur une hyperbole, et puis derrière il y a une correction. Donc il y avait une première zone qui pour moi était intéressante, c'était autour des 35 $, et une deuxième zone autour des 24-26 $. Donc j'ai renforcé à 26 $, et puis derrière elle a rebondi et elle est en train de repartir. Donc si on suit un petit peu une croissance régulière, voilà, on est ici sur donc le trend sur la société Hims & Hers. Alors juste
entre parenthèses pour revenir en fait sur cette hyperbole, j'en avais profité lorsque je suis rentré sur cette société pour prendre également de l'effet de levier sur IMSS, donc je devais être sans doute dans ces eaux-là ici, autour des 32-34. Donc j'ai fait une très belle plus-value, ce qui explique notamment lorsque vous regardez la vidéo mensuelle sur mon swing trading d'avoir eu une très belle performance en début d'année. Donc c'est principalement IMSS et heures avec un effet de levier x2 x3 qui m'a permis de réaliser une très belle performance. Alors, si on regarde donc le portefeuille du compte titre ordinaire, alors non pas au 15 février, mais au 15 avril, donc je l'ai classé par ordre de valeur, hein. Donc ma première ligne c'est Tesla. Alors j'ai pris assez cher par rapport au pic de Tesla il y a quelques mois, on va dire. On était à 450 €, on est revenu sur un cours autour des 250 €. Alors j'en avais vendu à peu près 10% lorsqu'on était au pic. Je pense que sur la prochaine vague, il y aura sans doute une prochaine vague avec la sortie des robots et le robot taxi. Je pense que je m'allégerai de manière un peu plus importante lorsqu'on retournera, si on y retourne bien sûr, sur les plus hauts. Alors je ne renforce pas actuellement Tesla, j'ai un PRU ici autour des 180 $ qui me semble tout à fait correct. Je ne renforcerai que si on retourne dans cette zone des 180 $. Ma deuxième ligne, c'est Alphabet, donc la maison mère de Google. Donc là aussi, je suis encore en plus-value, même s'il y a eu une consolidation ces dernières semaines sur Alphabet. Donc là, pareil, mon point de repère sur l'ensemble des valeurs, c'est les PRU. Alors il y a certaines actions, donc comme Utah Beauty, qui sont en moins-value, je ne renforce pas. J'attends encore de voir sur les prochaines semaines, les prochains trimestres, le comportement. On a Nike qui est très affecté par les barrières douanières. L'action a plongé. Alors pour moi, c'est pas le moment de m'en séparer ni de renforcer. On va regarder également donc dans les fortes baisses, on va voir IMSS. Donc c'est une action à forte volatilité. On est sur une petite cape. Donc là, c'est une action que je vais continuer de renforcer, notamment sur des points beaucoup plus bas. On l'a vu au niveau graphique, hein. J'ai une habitude, c'est d'aller renforcer sur les supports. Donc là, je l'ai fait sur le support des 24-26. J'irai chercher le support inférieur si on y va. Également donc Giga Cloud, donc qui a fortement chuté. Donc là aussi, on est sur de la small cap US, donc très forte volatilité. Pour l'instant, je renforce pas. J'attends les résultats trimestriels pour voir un petit peu s'ils sont bons ou pas. En tout cas, c'est une société qui est rentable, qui a une trésorerie et qui a un price earning de l'ordre de 5-6. Donc c'est très étonnant en fait pour une société technologique d'être aussi bas. Alors, elle agit principalement en Asie. C'est une plateforme, on va dire, une sorte de marketplace, notamment sur de la gestion d'entrepôts pour des articles relativement lourds, ce qu'on appelle les fournitures, hein. Donc c'est principalement des meubles, en fait, tout ce qui est mobilier, entre l'Asie et puis les autres continents. On peut comprendre pourquoi la société a baissé, hein, puisque les modèles économiques de ce type de société, notamment en marketplace, c'est basé sur un pourcentage sur le chiffre d'affaires que font les clients. Voilà, et puis New Holding également, donc très belle société donc brésilienne en fait sur la partie finance avec New, et puis qui est également en moins-value. Alors sur la partie ETF, donc j'ai 2 ETF que j'ai pris depuis un petit moment que j'ai pas renforcé, hein, puisqu'ils sont quand même sur des valeurs par rapport au PRU quand même assez élevées, plus 32, plus 43%. Donc pour l'instant, je les laisse vivre. Alors à noter que alors je sais plus quel l'un des deux ETF est indexé également sur il est hedgé en fait sur l'euro. Alors il prend en compte l'évolution du Nasdaq, mais il va faire un hedge par rapport à la parité dollar-euro. L'autre point également négatif par rapport à mon portefeuille qui est full USD, c'est depuis effectivement quelques semaines la remontée de l'euro qui pèse bien sûr sur la valorisation du portefeuille, puisque j'ai des actions en USD qui sont valorisées ici en plus et moins-value latente en euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.